Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir. Nous sommes très heureux de rendre hommage au grand poète yiddish Peretz Markish, grâce et avec les éditions de l'Antilope, à l'occasion donc de la publication de 2 ouvrages, donc Le Tas et autres poèmes, dont vous voyez les couvertures ici, un recueil donc de poèmes qui a été traduit par Batia Baum, dont on salue la beauté, la prouesse de la traduction et dont on salue aussi la mémoire. Et un roman, Une génération passe, une génération vient, traduit par Rachel Hertel, qui malheureusement n'a pas pu être présente avec nous ce soir, mais qu'on accompagne aussi de toutes nos pensées. Ce sont nos absentes, mais qui seront au cœur de cette soirée. Et pour les présents, je vous les présente donc. Gilles Rosier, donc co-directeur avec Anne-Sophie Dreyfus, à ma droite, des éditions de l'Antilope, et cofondateur aussi, d'ailleurs, co-créateur. Enfin bref, c'est eux, l'Antilope, en fait. Et Arnaud Bicard, donc Arnaud Bicard, que vous connaissez sans doute, qui est maître de conférences en langue et culture yiddish à l'INALCO. Il est spécialiste de la littérature yiddish, notamment la littérature yiddish ancienne. Sa thèse porte sur l'œuvre d'un poète juif germano-italien, Elia Levita. Et donc il s'est attelé, il y a quelques années, avec passion à la traduction d'un roman courtois yiddish écrit en vers. C'est l'histoire d'une grande histoire d'amour entre le chevalier Paris et la princesse Vienne. Et qui a eu l'audace de publier cette traduction du yiddish ancien? Eh ben, ce sont les éditions de l'Antilope. Donc bravo aussi à eux et à tous. Alors les événements sont parfois sujets à de petits miracles et à de beaux hasards. Et hier, ou même ce matin, nous avons appris qu'à Paris étaient présents aujourd'hui les 2 petits-fils de Peretz Markish. Ces 2 petits-fils qui nous font l'immense joie et l'immense honneur d'être avec nous dans cette salle ce soir. Donc je vous demande d'applaudir, si vous voulez bien, la présence de Jonathan Markish et Peretz Markish. Voilà, c'est un héritage. Donc merci beaucoup donc, aux présents, toutes nos pensées aussi à nos absentes. Et merci à l'Antilope, sans qui cette rencontre n'aurait pas été possible. Et j'en profite pour vous dire que l'Antilope fête ses 10 ans en janvier, et fête ses 10 ans d'ailleurs ici même, pour une grande fête le 13 janvier. Donc vous pouvez déjà prendre vos places. Donc pendant cette soirée, cette rencontre, vous pourrez voir défiler des visages, différentes photos de Peretz Markish, et également un dessin que nous conservons dans les collections du MAGE, c'est juste après, voilà, qui est non signé et non daté. Et nous entendrons également la voix de Peretz Markish grâce aux lectures d'Anne-Sophie Dreyfus. En français, oui. Merci infiniment à tous. Excellente soirée. Et évidemment, vous pourrez retrouver tous les ouvrages qui seront évoqués ce soir à la librairie. Merci. Alors, je suggère que la soirée se déroule de la manière suivante. Je vais faire une petite introduction, notamment biographique, sur Peretz Markish et vous raconter aussi un petit peu comment est-ce que nous avons eu envie aux éditions de l'Antilope de publier ce grand écrivain yiddish. Et puis après, on pourra converser, Arnaud Bicard et moi-même, et écouter des lectures par Anne-Sophie Dreyfus. Donc surtout Anne-Sophie, quand je suis trop pris dans la conversation avec Arnaud, il faut que tu me tires par le veston en me disant c'est le moment de lire un extrait du Tas, etc. Et donc, bon, je disais, Sophie parlait d'un grand poète. Il est né en 1895 en Ukraine, enfin à l'époque c'était l'Empire tsariste, en Volhynie, la région plus précisément, et c'est très important puisqu'il y fait souvent référence dans son œuvre. Et effectivement, dans la littérature yiddish, il a surtout été reconnu comme poète.
mais il a aussi été romancier, et on verra pourquoi il a été moins reconnu comme romancier, parce qu'il n'est pas moins bon romancier que poète, et on s'en rend compte dans Une génération passe, une génération vient. Et donc, mais de toute évidence, déjà, il commence sa carrière comme poète. Alors, avant de commencer sa carrière, on peut dire quelques mots. Il est parti de chez lui assez tôt pour suivre, en fait, un chazan, un chantre de synagogue, qui faisait partie d'un... Il était enfant de chœur. Il y avait un petit groupe de... Enfin, ce qu'on appelle en yiddish meshoirer, c'est-à-dire des gens un chœur de jeunes garçons qui accompagnaient les chazanim. Et au moment de la Première Guerre mondiale, il a été enrôlé dans l'armée tsariste. Il a été blessé vraisemblablement, et donc il a été libéré de l'armée. Et en 1917, au moment où ça commence à secouer dans l'Empire, il se trouve à Yekaterinoslav, qui s'est à un moment donné appelé Dniepopetrovsk, et qui s'appelait à présent Dnipro, et qui est donc dans la partie russophone de l'Ukraine, qui a été annexée annexée en tout cas, qui est envahie par la Russie. Dans ce lieu, il a fait partie d'une brigade d'autodéfense juive depuis, on en parlera sans doute un petit peu plus tard, mais depuis le début du siècle et depuis le pogrom de Kishinev, les Juifs s'étaient pris en main et avaient créé des brigades d'autodéfense, et notamment il y en a une à Yekaterinoslav. On raconte, enfin j'ai lu dans des éléments biographiques, que dans cette même brigade, il y avait le dernier rabbi de Lubavitch, Menachem Mendel Schneersohn. Mais au moment où il était à Yekaterinoslav, et là je l'ai découvert hier, grâce à Michael Levin dans la salle, et c'est aussi grâce à Michael Levin que Peretz et Jonathan Markish sont avec nous ce soir. Michael Levin nous a raconté que sa grand-mère, Bella Spector, a été la maîtresse de Peretz Markish à Yekaterinoslav. Voilà, on vous raconte tout ce soir. Oui, alors effectivement, Peretz et Jonathan ne connaissent pas le français, mais vraisemblablement, il a eu beaucoup de maîtresses. Au même moment, enfin, dans cette époque-là où l'Ukraine était en train... Avant que l'Ukraine soit envahie par les bolcheviks, en fait, a vécu des moments très intenses, à la fois de guerre civile, mais aussi d'autonomie politique, avec un gouvernement extrêmement ouvert aux minorités, dans lequel, et à la Bibliothèque Medem, nous conservons une preuve de ça. On conserve un billet de banque édité en Ukraine, où il est écrit en ukrainien, en russe, en polonais et en yiddish. Donc la minorité juive, qui représentait à peu près 10% de la population, était reconnue au moment de l'Ukraine indépendante, et ont émergé un grand nombre d'initiatives dans le domaine du yiddish, et dans le domaine, c'était l'époque de l'art moderne et le début des avant-gardes. Donc il y a eu des mouvements d'avant-garde yiddish à cette époque, et Peretz Markish, comme jeune écrivain, a participé à ces initiatives, donc en Ukraine à la fin des années 10. L'Union soviétique, enfin la future Union soviétique étant à l'époque extrêmement perturbée, au début des années 20, il a décidé d'aller dans un endroit plus calme, donc il va à Varsovie, qui était vraiment la capitale de la culture yiddish à l'époque, la capitale européenne, avec New York qui était la capitale américaine. Et à Varsovie, en 1922, il rencontre, entre autres, deux personnages tout à fait déterminants, qui venaient de l'Empire austro-hongrois, de la région de Lemberg, de Lviv de nos jours, qui étaient les poètes Uritzi Greenberg, un poète bilingue yiddish et hébreu, et le poète Melech Ravitch, qui était un poète yiddish. Pardon ? Ah ben voilà, donc sur la photo, là, au centre, Peretz Markish, derrière lui, qui lui tient l'épaule, c'est Uritzi Greenberg,
Et à sa droite, enfin à la droite, quand on le regarde, là, le barbu, c'est Melachavitch. Juste à côté, à l'extrême droite, c'est Israël Joshua Zinger, le grand frère de Isaac Bashevis Zinger, qui lui-même était un grand écrivain yiddish, la famille Karnowski, les frères Ashkenazi, etc. À la gauche de Peretz Markish, c'est Peretz Hirschbein. Et à l'extrême gauche, c'est Elkin, si je ne m'abuse, mais je ne me souviens plus de son prénom. Et c'est une photo qui a été, enfin bon, qui est assez célèbre en fait. Et c'est vraiment à l'époque de la création de la revue Chaliastra, qui est une des grandes revues d'avant-garde yiddish, et les créateurs ont été principalement Greenberg, Markish, Melachavitch et Israël Joshua Zinger, donc les 4 qui se trouvent sur la droite. Donc Chaliastra, ça fait un boom dans le monde yiddish, parce que c'est du jamais vu. C'est une esthétique complètement avant-gardiste. Un des slogans de Peretz Markish dans la revue, c'est notre mesure n'est pas la beauté, mais l'horreur. Donc c'est vraiment, c'est des esthétiques qui sont contemporaines de l'art moderne en général, des avant-gardes, de l'expressionnisme allemand, du futurisme russe, etc., et qui en sont influencés aussi. Et donc la revue connaît un numéro en 1922 à Varsovie. À la même époque, il y a d'autres initiatives et d'autres revues, mais auxquelles participe Peretz Markish, mais il n'est pas forcément moteur. Et ça, c'est comme des étoiles filantes, disons. En 1923, Uritzvi Greenberg part s'installer en Palestine. En 1925, fin 1925, début 1926, Peretz Markish part s'installer en Union soviétique. Et Melachavitch restera jusque dans les années 30 à Varsovie. Il va faire une campagne de levée de fonds pour les écoles yiddish de Pologne dans toutes les communautés juives du monde. Et au moment ça va lui prendre plusieurs années, et au moment de la Seconde Guerre mondiale, il va finir par s'installer à Montréal, où il terminera sa vie 30 ans plus tard. Et donc, il y a un deuxième numéro de Chaliastra qui a été publié à Paris en 1924. On aurait dû mettre la couverture, là, mais on a oublié. Dont la couverture est due à Marc Chagall, qui est aussi assez connu. Et, la couverture, je veux dire Marc Chagall, évidemment. Et voilà. Et Chaliastra s'arrête. Alors, je viens d'apprendre par les petits-fils, parce qu'après ça, Peretz Markish part en Palestine. C'est assez important parce que ça va lui être reproché par les staliniens dans les années 40, fin des années 40, début des années 50. Il part en Palestine où il ne reste pas, où il est tout à fait admiratif de ce qui s'y passe dans les mouvements pionniers, etc. Mais où il se rend compte que le yiddish aura la partie congrue. Et c'est la grosse différence entre lui et son très grand ami Uritzvi Greenberg. On peut montrer la photo des deux ensemble, parce que, voilà. On voit qu'ils sont proches. Greenberg, c'était un poète bilingue, et d'ailleurs, à partir de son installation en Palestine, il a principalement écrit en hébreu, sauf dans les années 50, il a écrit des poèmes qui étaient en relation avec le génocide des Juifs par les nazis et l'assassinat de ses parents autour de Lemberg, qu'il a écrit en yiddish, parce que c'était sans doute dicté par la thématique. Mais sinon, il a continué sa carrière en hébreu. Peretz Markish, c'était vraiment un écrivain yiddish. Donc il s'est dit, comme c'était un homme extrêmement ambitieux, extrêmement beau, mais je pense qu'il avait une très bonne image de lui-même aussi, donc il voulait être le premier. Donc il s'est rendu compte qu'en Palestine, il ne serait pas le premier. Et donc, il reste quelques mois, il repart. Et alors j'ai appris, nous avons appris par les deux petits-fils, qu'à Paris, il avait gagné un concours de beauté. Et que c'est avec ce concours de beauté qu'il s'est payé son voyage en Palestine. Voilà. Ce que j'ignorais. Parce qu'effectivement, au même moment, j'ai lu des lettres de lui qui disaient « mais j'ai pas d'argent, quoi. Donc comment se payer un voyage ?» Ben voilà la réponse. Peut-être que je peux
lire maintenant. Vas-y, je t'en prie. Il se trouve qu'en préparant la soirée, j'ai lu dans le journal Yiddish Vorwärts des souvenirs d'Israël, de Isaac Bashevis Singer, où il mentionne Peretz Markish. Et il écrit les lignes suivantes. « Markish était et est demeuré de longues années l'un des plus beaux hommes que j'ai jamais vus. De taille moyenne, mince, la tête couverte de cheveux noirs et bouclés. Il aurait pu servir de modèle pour un dieu grec, peut-être pour Apollon lui-même dans toute sa splendeur. Il était habillé comme il se doit pour un révolutionnaire russe, avec un blouson noir orné d'un liseré. Tout dans cet homme était uni pour exprimer les temps nouveaux. » Voilà. Merci Arnaud. Alors pour le contexte, alors Peretz Markish a été cofondateur avec Israël Joshua Singer, le grand frère donc, d'une revue littéraire qui a été la grande revue, enfin le grand magazine plutôt littéraire des années 20 et 30 en Pologne, qui s'appelait les Literarische Blätter, les feuillets littéraires. Et en fait, Isaac Bashevis Singer, qui n'était pas encore écrivain, puisqu'il va devenir écrivain, enfin il va commencer à publier dans les années 30, était correcteur pour cette revue. Donc c'était le petit frère, mais qui fréquentait tous ces gens. Donc c'est ça, il est arrivé au début des années 20, et il est tombé dans ce tourbillon moderniste. Il n'a jamais, Isaac Bashevis, accroché et gardé une distance très forte vis-à-vis de tout ce mouvement-là, mais il est resté tout de même absolument fasciné, et en particulier par la personnalité de Markish, qu'il critique à longueur de page, parce qu'il avait un côté beaucoup plus conservateur que Peretz Markish, mais on sent cette fascination. Les lignes que je vous ai lues à l'instant datent de 1979. Donc on est 50 ans après la rencontre, et on sent encore toute cette admiration. Alors je ne cite pas la suite, qui est une série de critiques acerbes contre les manifestes révolutionnaires qu'il ne cautionnait absolument pas, mais je dois dire qu'il y a tout de même une beauté dans ce portrait. Merci Arnaud. Donc la revue Chaliastra provoque des scandales. Un des grands commentateurs de la vie littéraire de l'époque et chroniqueur dans un des grands journaux yiddish de l'époque, qui s'appelait Zeitlin, Hillel Zeitlin, publie une série d'articles incendiaires en parlant de l'esthétique viciée et les commerçants de l'art, ou des choses comme ça, quoi. Mais en même temps, il se rendait bien compte que ça secouait l'establishment littéraire, cette nouvelle esthétique. Et Peretz Markish, en fait, est assez déçu de la réception qu'a cet art, parce qu'évidemment, les avant-gardes, ça n'a pas non plus... Enfin, on entendra un extrait du Tas, tout à l'heure, qui est un de ses chefs-d'œuvre. Ça frotte, hein, c'est pas de la littérature mainstream, disons. Et donc... J'avais posé la question à David Markish, le père de Peretz et le fils de Peretz et Jonathan et le fils de Peretz, que j'avais rencontré dans les années 2000. Et David Markish m'a dit: mon père est parti en Union soviétique, mais il n'a jamais été communiste, en fait. Et il est parti en Union soviétique parce que il était convaincu, il avait envie de révolution esthétique, et au début des années 20 en Russie, il y avait une vraie révolution esthétique. C'est plus tard que ça c'est devenu problématique, mais à cette époque, il y en avait une. Et il avait aussi, apparemment, il en avait un petit peu assez de tirer le diable par la queue. Et l'Union soviétique, à l'époque, était le seul pays qui proposait un statut aux écrivains yiddish, puisque le yiddish était reconnu comme la langue officielle de la nation juive, enfin de la nationalité juive de l'Union soviétique, et qu'à ce titre, comme dans un pays dans lequel on donnait des salaires à un certain nombre d'écrivains, eh bien les écrivains obtenaient un statut qui n'a jamais été le cas nulle part ailleurs, à part peut-être de nos jours, où il y a beaucoup de subventions pour la culture, mais à l'époque il y en avait très peu. Voilà.
Arnaud, tu voulais dire quelque Simplement, puisque tu mentionnes son départ, avant le départ, dans l'époque Raliastre, il était, de toute cette bande, il était le leader incontesté. C'est celui qui avait le plus d'énergie et le plus de volonté de choquer et de rassembler. Et Meler Ravitch, dans ses souvenirs, raconte de façon très vivante la façon dont ils avaient organisé, avant la sortie du premier numéro de la revue Raliastre, une soirée dans un théâtre varsovien qui était juste en face de la grande synagogue, je crois, de celle de la rue Tlomatske. Et donc, ils l'ont organisé de façon programmée le matin du Shabbat pour que toutes les personnes qui sortent de la synagogue soient attirées par cette soirée. Ravitch était pour le compromis. Il lui a dit ne faisons pas ça, nous allons nous attirer les foudres de la communauté. Markish était absolument sans le moindre compromis. Ça a été un succès fulgurant. Et la cerise sur le gâteau, c'est que lors de l'ouverture de cette soirée, ou cette matinée, est arrivé Sholem Asch. Sholem Asch, c'était l'écrivain le plus connu de Pologne, yiddish le plus connu de Pologne. Et lorsque Meler Ravitch voit Sholem Asch s'approcher de la caisse, il se précipite pour lui offrir un billet et dire « Entrez, monsieur Asch ». Markish l'arrête, lui dit « Non, 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 il va payer son billet comme tout le monde ». Voilà, ouais, belle anecdote. Donc, Peretz Markish, à l'époque, il n'avait écrit que de la poésie. Hein. Peretz Markish part en Union soviétique. Alors, on verra plus tard quand on parlera des œuvres, mais il faisait des allers-retours déjà. La frontière était assez étanche entre la Pologne et l'Union soviétique. Mais lui, il la passait, donc il allait voir ses copains à Kiev, il revenait à Varsovie, etc. Mais à un moment donné, il s'en va. Et il annonce qu'il s'en va. Et il arrive en Union soviétique, il part avec une partie, enfin, déjà écrite de « Une génération passe, une génération vient », qu'il a écrite en Pologne. Vraisemblablement, il l'a terminée en Union soviétique, publiée en 1929, en même temps que d'autres recueils de poésie, dont un recueil qui s'appelle Verklebte Zifferblätter, c'est-à-dire les cadrans collés. Et là, il se prend des coups de semonce de la part des poètes, des écrivains prolétariens, yiddish, qu'il accuse de faire la part belle au nationalisme juif, parce qu'il n'a que des héros juifs dans son roman, etc. Et que voilà, donc il commence à avoir une déconvenue de cet ordre. Il y a des courriers qu'il écrit notamment à Yosef Opatoshu aux États-Unis, où il dit je vais peut-être repartir parce que c'est. Et puis finalement il n'est pas reparti. Est-ce qu'il a pu, est-ce qu'il n'a pas pu, on ne sait pas. Mais en tout cas il n'est pas reparti. Il a été un écrivain très reconnu en Union soviétique, y compris par les autorités. En 1938, il a reçu le prix Lénine, ce qui était absolument rarissime pour quelqu'un un écrivain yiddish. C'est le seul, je pense. Hein. En 1942, il a pris sa carte du Parti communiste et il a fait partie du comité antifasciste juif qui a été créé sur ordre de Staline. De toute façon, pas grand-chose pouvait se faire sans l'accord de Staline, mais là, c'était sa volonté pour en fait faire attirer les fonds, notamment des juifs américains, pour financer l'effort de guerre. Donc il a fait partie de ce comité antifasciste. Et puis une fois que la guerre était terminée, pour un certain nombre de raisons, Staline a trouvé que les gens qui avaient fait partie de ce comité antifasciste finalement étaient extrêmement douteux parce que assez nationalistes. Donc la plupart ont été arrêtés, Markish compris, et un certain nombre. Il y a eu un procès. Markish est un des rares à avoir plaidé non coupable. Et ils ont néanmoins, enfin la plupart ont été assassinés, un certain nombre le même jour, le 12 août 1952, à la Loubianka, d'une balle dans la tête. Donc on peut voir peut-être la toute dernière photo, enfin la photo anthropométrique de Peretz Markish. Donc là on est
On est 30 ans, 1920-1950, oui, 30 ans après les premières photos qu'on a vues, 30-35 ans. C'est un homme vieilli et puis un homme qui n'a pas l'air très en forme en plus, enfin, avec le regard assez éteint. Et voilà pour sa biographie. Je précise qu'Une génération passe, une génération vient a été publié en 29. Mais nous, on a pris la traduction qui est parue en Pologne à la fin des années 50, c'est ça, ou années 60. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu, il a été reconnu, c'était un grand écrivain, donc il a été republié. Il y a certaines choses qu'il n'a pas pu publier en Union soviétique dans les années 40. Y compris ceux qui étaient prêts pour la publication et la publication a été arrêtée quand Staline a dit stop, quoi. Et qui ont été publiés plus tard. Donc la plupart de l'œuvre de Markish maintenant a été publiée, mais pas forcément de son vivant. Il a été beaucoup traduit en russe d'ailleurs, parce que l'un des attraits pour Markish, comme tu l'as dit, qui était quelqu'un d'extrêmement ambitieux de l'Union soviétique, c'est qu'il savait qu'en Union soviétique, il bénéficierait de la puissance des éditions d'État et que la traduction du yiddish au russe était extrêmement développée. Donc il y a une partie non négligeable de son œuvre qui est disponible en russe. Alors on peut peut-être repartir en arrière et se retrouver en 1920, au moment de la publication de l'Eta, dit coupé en yiddish. On peut peut-être déjà montrer la couverture yiddish de l'époque. Enfin, il y a eu 2 éditions, une à Kiev, une à Varsovie. Celle-ci, c'est l'édition de Varsovie. Voilà. Donc là, même pour ceux qui lisent le yiddish, c'est pas évident, mais pour ceux qui ne le lisent pas non plus. Donc en haut, vous avez vu les petites lettres, c'est écrit Peretz Markish, et en dessous, c'est écrit Di Coupé, et tout en bas, c'est écrit Kulturliga 1922, enfin en date hébraïque. Donc Kulturliga, c'est l'éditeur. Et donc, vous voyez un style tout à fait avant-gardiste. Alors, c'est Berlévi. Et donc, Berlévi, qui a beaucoup participé aux revues yiddish à cette époque et qui, avant la Seconde Guerre mondiale, est venu à Paris et qui est mort à Paris dans les années 70, je crois. Enfin, qu'il y a un certain nombre de gens qui ont bien connu à Paris. Peut-être il y en a dans la salle, je ne sais pas. Donc, le tas. Alors, je vais te laisser la parole, Arnaud. Oui, peut-être déjà pour commenter aussi cette couverture, parce que ce qui est frappant dans le tas, et ce qui est un poème extrêmement d'une violence blasphématoire extrêmement forte, qui a été conçu comme une mise en question de Dieu en rapport avec les violences des pogroms de 1919-1920 en Ukraine. Il évoque, le poème lui-même est dédié à la mémoire des victimes d'un pogrom de 1919, d'avril 1919 ? Non, 1920. 1920, pardon. Ouais, septembre 1920. Septembre 1920, c'était le shtetl, tu te souviens du nom du Drohobych. Non. Goroditch. Goroditch. Mais la couverture elle-même m'évoque, je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, une sorte de mont Sinaï, parce qu'on y voit une sorte de montagne avec des éclairs. Et cette image-là du tas comme une sorte de nouveau Sinaï, où il y a un des points culminants du poème où le tas recrache les 10 commandements et renvoie les 10 commandements à Dieu en refusant leur présence sur terre. Pour moi, c'est sans doute cet aspect-là visuel que Berlévi a cherché à rendre. Je ne sais pas ce que tu en penses, si c'est quelque chose qui... En fait, je suis monté au Mont Sainte-Catherine, en haut du Mont Sinaï. Effectivement, je n'avais jamais pensé à ça, mais ça fait cet effet. Alors, je ne sais pas s'il avait vu des gravures du lieu, mais cette espèce de jaillissement de la roche, comme on peut voir en bas, etc.
Mais ce qui est certain, c'est que bon, le terme même de coupe est un terme d'un prosaïsme terrifiant. C'est vraiment un tas d'ordures, un tas de vêtements, quelque chose d'indéfini. C'est un terme d'ailleurs slave, Markish, et quand on lit son poème, les premiers vers de son poème sont surchargés de mots d'origine slave, pour une raison très simple, c'est que les mots slaves comportent des sonorités qui n'existent pas dans les autres composantes de la langue yiddish. Or, le début du texte est absolument surchargé de sons comme je, ch, rt. C'est quasiment imprononçable. C'est extrêmement difficile à prononcer. Il a cherché cet effet-là. Et il fait crisser la langue. Je ne sais pas si tu me suivras dans cette affirmation, mais je ne crois pas que quelqu'un dans la littérature yiddish soit allé aussi loin dans le caractère, dans la distorsion linguistique. De ce point de vue-là, il est comparable, si on devait transposer Markish à la scène française, à des poètes comme Lautréamont au XIXe siècle. C'est des poètes vraiment qui allaient chercher dans des contrées inexistantes. Lui-même, d'ailleurs, il apparaît en Europe il n'est pas le seul, hein, ils étaient tout un groupe de jeunes poètes, mais je pense que parmi eux, c'est celui qui était le plus flamboyant. Il apparaît comme tout ce qui a existé auparavant. Si on le compare à ces textes de Markish, à Chaliastre et au Ta et à Radio qui sont publiés aujourd'hui, apparaissent très doux, même si les expérimentations qui avaient eu lieu auparavant, des expériences aux États-Unis, en réalité, on dit que la littérature moderne yiddish est née aux États-Unis. Les premiers mouvements d'avant-garde sont nés dans les années 10 aux États-Unis. Mais il y avait une rupture terrible entre les avant-gardes américaines, même si elles communiquaient, ils se connaissaient, mais ils ne partageaient plus du tout le même monde. Les avant-gardes européennes avaient connu la guerre, avaient connu les pogroms. Pour les Américains, c'était quelque chose de très lointain. Alors, je résiste pas, Thomas, oui, puisque Arnaud en a parlé, à vous lire les 2-3 premiers vers en yiddish, puisque cette édition est bilingue, hein, on ne l'a pas précisé, en yiddish de Die Coupe, du Ta, donc ça donne Nit, leckt nicht, Chaileb himmlischer, meine verpappte Berd, von meine Meile chlupen bräune Ritschkes Jägerz, o bräune Rostschine von Blut und von Geseigerz, nit rier nicht das Gebrech, euch schwarzer dir von Drert. Voilà, bon, c'est très difficile à lire. Très difficile à prononcer. Alors là, on va peut-être proposer à Anne-Sophie de lire un extrait. Alors, ce ne sera pas le début. Tu peux peut-être nous lire l'exergue quand même. Et puis après, lire un extrait qui est un petit peu plus loin. Ça va aller. Oui, l'exergue qui arrive donc juste avant les quelques lignes que Gilles vous a lues. Pour vous, massacrés d'Ukraine, où de vos corps la terre est pleine, et pour vous, assassinés en tas, en la ville de Gorodisht sur le Dniepr, Kaddish. Alors, découpé, Gilles Arnaud, j'ajoute, c'est un long poème. C'est un poème qui fait une quarantaine de pages, hein, à peu près. Et donc, je vais lire un des, comment est-ce qu'on dit, lead, un des chants de ce poème découpé. Je garde ici ta tête crucifiée, des chiens, des corbeaux, de la mise au tombeau. Je ne m'écarte pas d'un pas. Sur mes yeux voguent en lourds remous vers et viscères. Je ne puis que tâtonner, les mains tournées vers toi, corps profané. Il m'est interdit de faire un pas. Dieu, à tes pieds,
Ces degrés de toutes mes têtes empilées, je te dépose en tas. Et les ailes de corbeau vont foyer tes hauteurs. À bas, nous voulons à nouveau te crucifier. Donc vous voyez, notre mesure n'est pas la beauté mais l'horreur, on est en plein là-dedans. Hein. Oui, c'est ce qui est fascinant dans ce passage et dans d'autres passages du poème, c'est la référence bien sûr au Christ, qui était une référence très courante dans les avant-gardes, où Rizvi Greenberg est connu pour avoir publié dans la presse, dans un de ses journaux d'avant-garde qui s'appelait Albatros, il a publié un poème en forme de croix intitulé Inri, Jesus Christus, roi de Nazareth, et il s'est dit que c'était pour cette raison qu'il avait dû fuir la Pologne parce qu'il avait été accusé de blasphème. Et la présence de l'image christique est bien sûr une provocation pour le lecteur juif lui-même. C'est l'introduction de l'étranger radical dans le poème, mais c'est une provocation également qui est adressée directement au monde chrétien, qui est accusé d'être responsable de ces violences, et le Christ est en permanence, d'ailleurs dès le tout début du poème, l'église du village est représentée comme un troïr, un putois, assis au milieu de cadavres de poules qu'il a massacrés. Donc voilà. Donc, en même temps, c'est l'image du Christ comme victime suprême, et aussi, comme si le peuple juif était la victime suprême. Tout à fait. C'est cette réappropriation du Christ. Dans le tout dernier chant, avant la répétition du chant d'introduction, il y a mention du Golgotha. Le nouveau tas, le tas de ces victimes est un Golgotha. Et ce sont ceux qui sont appelés à être jugés sur ce nouveau Sinaï. Ce sont les divinités, pas seulement la divinité juive, mais les divinités de toutes les religions. Il convoque Allah, il convoque Yeshua, il convoque Shaddai, le dieu juif, il convoque... donc c'est une révolte qui est absolument fondamentale face à ce que l'homme fait à l'homme dans toute sa terreur. Alors face à cet anti-Mont Sinaï, en fait, la construction, tu peux peut-être nous parler de la construction du poème, oui, qui est construit, qui est beaucoup de références à la liturgie. C'est ça, c'est un poème qui compte 22 chants. Les citations de la liturgie sont extrêmement nombreuses, parce que ce qui est d'ailleurs assez différent de l'autre poème qui est publié dans le même recueil, où la liturgie n'est quasiment pas présente. Là, on est véritablement dans un poème qui a comme ambition de remotiver toute une série de prières, de citations bibliques. Les 22 chants évoquent la structure des lamentations, du livre des Lamentations. Ça évoque sans doute également les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et on a dans les éléments de liturgie qui sont intégrés au texte, ce sont d'ailleurs pas des éléments méconnus de son public. Ils n'étaient pas parmi les plus savants étudiants du Talmud de son époque, beaucoup moins que Bashevis-Singer ou d'autres. Mais ils sont choisis pour faire de son texte une sorte de détournement de la prière. Cette volonté-là, elle apparaît tout au long du texte, ce qui fait que d'ailleurs que les éléments étrangers, les éléments apparaissent un peu plus tard. Au début, on commence véritablement dans un univers très très juif et très liturgique, mais traversé d'une violence inconcevable. Il y a notamment pas mal de références à la confession, au vidouille, oui. Et donc à la prière de Yom Kippour. Voilà. La prière de Yom Kippour, ce sont les grandes prières de repentance
soit des évocations des psaumes, soit des évocations d'Ézéchiel. Il y a cette citation Bedamra Atachai, tu vivras dans ton sang, qui est souvent utilisée dans le monde juif aussi pour représenter la circoncision, et qu'il réutilise pour, ironiquement finalement. Toutes ces utilisations sont ironiques, parce qu'on ne peut pas lancer une prière au Dieu miséricordieux au nom d'un tas de victimes. Pareil pour cette référence à la circoncision, où l'alliance est remise en question par les acteurs mêmes qui sont en scène. Alors, il faut, pour remettre dans le contexte, il faut quand même préciser que la littérature yiddish, surtout de l'époque, le lecteur, pour son immense majorité, si ce n'est sa totalité à l'époque, a eu une éducation religieuse en hébreu. Alors, pas forcément très poussée, comme disait Arnaud, ça peut être simplement le Heider, où on apprenait le Pentateuque, on apprenait la prière, etc. Mais en tout cas, la littérature yiddish est en dialogue permanent avec la tradition juive et avec le texte de la Torah. Et quand le texte de la Torah est cité, en général, il est cité en hébreu. Il n'y a pas besoin de le traduire. Les gens le connaissent en hébreu, en fait. Donc ces citations que Markish peut faire, on les retrouve aussi dans d'autres textes de ses contemporains ou de ses prédécesseurs ou successeurs. Ils sont assez omniprésents. Oui, c'est des clichés linguistiques qui sont rentrés dans la langue. Pas tous, mais la plupart d'entre eux sont aussi présents que certaines citations latines en français. Mais c'est leur concentration et leur placement à des endroits particulièrement rhétoriquement efficaces qui font qu'ils sont renversés. Et l'effet de reconnaissance, l'effet aussi de blasphème qui est présent tout au long du poème est indéniable quand on croise justement ces termes hébraïques, tout connus de tous qu'ils étaient. Ouais. On va faire une autre lecture de Dee Cooper avant de passer à un autre recueil. Là, c'est toujours dans Dee Cooper, donc le chant 7. Oh, pleurez et gémissez, convoi de la minuit, scellés de caillots de sang comme des cabochons de cire, striez la nuit d'un hurlement, tel de rouge torrent, sans signe et sans mots, et ne dérangez pas l'office, n'éveillez pas les veilleurs. Déjà, de noirs rigoles exaltent en fumée tes poitrines lacérées, telles des serpents maudits rampant dessus les ventres. J'élève à ton entour une haute clôture, ô dormant berceau d'ordures, plein de noirs enfants trouvés au fil de la rivière. Je suis l'homme qui a vu la misère, afin que nul ici ne s'en vienne et que nul d'ici ne s'en aille. Oui, je suis l'homme qui a vu la misère, c'est Annie Agever, qui est une citation justement de, je crois, tu te souviens exactement de la source de Annie Agever? Non. C'est dans quel texte? Dans les Lamentations. Ouais, dans les Lamentations. Merci. Ouais. Avant de passer à un autre recueil, en fait, tu voulais dire autre chose, Arnaud? Non, tout simplement que, on l'a pas évoqué. Je trouve que ça peut être intéressant de voir dans ce texte un peu une réécriture du poème de Bialik, le plus connu des poèmes de Bialik, dans la ville du massacre, Beira Hariga. C'est une sorte de réponse et il a presque la même structure, mais le message en est beaucoup moins national. Et il en est beaucoup plus radical également dans la contestation et la révolte. Donc alors, le poème de Bialik a été écrit juste après le pogrom de Kishinev en 1903. Exactement. Donc on est dans une série de poèmes commémoratifs. Celui de Bialik avait extrêmement choqué déjà en son temps. Et celui de Markish a également choqué. Et il n'a pas
conduit bien sûr aux mêmes effets. Celui de Bialik a conduit à ce que tu as évoqué, c'est-à-dire au mouvement de la Selbstschutz, de l'autodéfense. Mais on sent que dans ce cas-là, Markish est dans une perspective révolutionnaire au sens profond du terme, au sens politique aussi, mais c'est une époque où il n'est pas, et tu l'as dit tout à l'heure, il n'est pas idéologue, il n'a pas sa carte au parti, et donc sa révolution à lui ne se limite pas au cadre du monde juif. C'est une révolution qui va plus loin. Et Bialik se reproche aux Juifs eux-mêmes d'être restés passifs face au pogrom, notamment aux hommes juifs il dit vous avez regardé vos femmes se laisser violer, par exemple. C'est pas du tout la problématique de Markish qui parle à un tas de cadavres, qui parle surtout à Dieu. Oui, c'est ça. Et c'est le tas de cadavres qui s'exprime aussi par moments. Alors, Markish a écrit 3 longs poèmes de 30 ou 40 pages. Il y en a un qui s'appelle Volini, qui est un hommage à sa terre natale et que nous n'avons pas, qui n'a pas été traduit encore et que nous n'avons pas publié. Mais dans ce recueil, il y a un deuxième qui s'appelle Radio. Alors je peux peut-être, avant de passer à ça, raconter pourquoi on a publié des coupes. Voilà, je sens que tu frétilles, Anne-Sophie. En fait, en quelques mots, je vous raconte, moi j'ai commencé à apprendre le yiddish en 2000, à Jérusalem en 1986, 85. Et puis quand je suis rentré à Paris, j'étais en coopération à Jérusalem. Quand je suis rentré à Paris, je me suis inscrit à l'Institut Charles V, au cours qu'avait créé Rachel Hertel et que dispensait entre autres Yitzhak Niborski et Rachel Hertel. Et comme j'étais passionné, je suis monté et Rachel m'a dit vous allez venir dans mon séminaire de littérature, et cette année elle le consacrait, c'était l'époque où elle publiait la revue Chaliastra, puisqu'elle a été intégralement traduite en français chez Lachenal Héritaire à la fin des années 80. Et j'ai été fasciné par ce poème. Et du coup, je me suis intéressé à Markish grâce à ce poème d'Ikoupé. Donc, le publier à l'Antiope maintenant, c'est vraiment... ça boucle une boucle, quoi. C'est extrêmement important. Ah oui, et autre chose assez émouvant, en fait, Batia Baum a travaillé peut-être 20 ans sur ce poème. Elle en a publié une première version dans la revue Caravane il y a une vingtaine d'années. Et elle n'a pas arrêté de retravailler sa traduction. Elle faisait ça souvent, mais celui-ci en particulier. Et 15 jours avant sa mort, elle nous a appelés en disant « Je vais mourir et je veux que vous publiiez des coupes ». Et on lui a promis de le faire. Voilà qui est fait. Et je veux aussi saluer vraiment la qualité extraordinaire de cette traduction. C'est un texte d'une difficulté invraisemblable du point de vue du lexique, du point de vue de la syntaxe. Et moi qui ai lu, et je salue aussi le choix que vous avez fait de traduire face à face le yiddish et le français. Donc la possibilité de voir la traduction de Batia face au vers yiddish me fait pousser des cris d'admiration à chaque page. Alors, le troisième long poème qu'a écrit Peretz Markish s'appelle Radio. Donc, on peut faire un petit quiz, essayer de lire Radio sur cette couverture. Donc, c'est écrit Peretz Markish Radio. Mais voilà, le radio, c'est dans le coin en bas à gauche, comme dit Anne-Sophie. On peut peut-être commencer par une lecture et puis... Alors, Radio, c'est de la même façon que Dikoupé, c'est un long poème. Et donc là, ce sera juste un lead. Et je voudrais juste ajouter que quand Batia Baum nous a confié Dikoupé, elle nous a aussi confié en fait tout ce qu'elle avait traduit de Peretz Markish, à savoir 4 poèmes. Donc 2 longs poèmes, Dikoupé et Radio, et 2 courts. Et donc, on a respecté son choix, en fait. C'est la raison pour laquelle on a publié l'ensemble de ce qu'elle nous avait transmis, et en bilingue, parce que je suis d'accord avec Arnaud. Dans la ville couronne, brûlent toutes les murailles.
Courent en tous sens les enfants errant de rue en rue, éclaboussés de crachats, de claires lueurs d'incendie. Mais sont fermés tous les portails. Aucun incendié ne sortira, aucun passant n'entrera. Dans la ville couronne se traînent des murs blancs, comme ivres dans le giron de pierre, des places lavées de vin. Les toitures sont enceintes de fumée et de feu. Aucun incendié ne sortira, aucun passant n'entrera. Dans la ville couronne, toutes les cloches sonnent. L'appel de trompette est terrifiant et puissant. Monde 1, monde 2, monde 3, en vain, le feu dans les mains, en chemin. Aucun incendié ne sortira, aucun passant n'entrera. Aujourd'hui, assez d'être un appel sans réponse. Aujourd'hui, assez d'être un cygne chantant dans la rangée d'étoiles en éveil. Je le sais, je serai brûlé. Aucun incendié ne sortira, aucun passant n'entrera. Merci Anne-Sophie. Tu peux nous... Je vais juste dire 2 mots sur ce que Anne-Sophie vient de lire. Ce qui traverse ce long poème, c'est bien sûr l'effet de la Révolution. C'est un poème sur la Révolution. L'incendie dont il est question dans le passage qu'on vient d'entendre, c'est l'incendie probablement de la Révolution, même si Márkis est trop grand poète pour le dire d'une façon unilatérale. Il y a toute une série d'interprétations. C'est un poème qui est à la fois très personnel et très universel. Très personnel parce qu'il décrit sa situation à lui. Il se décrit aussi d'ailleurs lui-même comme, dans certains passages très clairement, comme le prophète de ces nouveaux temps. Il se raconte comme poète de 26 ans face à un monde qui n'a plus le même visage, face à une nouvelle qu'il porte jusque au cœur de l'ennemi. Et le cœur de l'ennemi à l'époque, c'est Varsovie. Et quand il publie et il écrit ce poème, il est à Varsovie. C'est un poème qui oscille entre la Russie Russie et la Pologne et son Ukraine natale aussi, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'évocations des shtetler d'Ukraine. C'est un poème qui est dominé, bien sûr, ce qui, comme sur cette image, domine, c'est la radio. La radio qui vient d'où? De Moscou. Cette grande cloche qui résonne à la fois le glas de l'ancien monde et qui annonce le monde nouveau. Et en même temps, c'est une série de fulgurances. Donc on a des images des marchés varsoviens, de cette espèce de tohu-bohu qu'il décrit d'une façon extrêmement satirique et critique. Il évoque déjà, alors qu'il ne le fera que 3 ans plus tard, le fait qu'il va retourner à l'Est, qu'il se dirige déjà vers la frontière et que sa présence en dehors des frontières d'Union soviétique n'est qu'une parenthèse. Mais je dirais, et ça c'est assez intéressant parce que c'est pas un poème qui reprend l'imagerie communiste telle qu'elle était déjà extrêmement courante dès le début des années 20. C'est un poème qui invente sa propre imagerie et d'ailleurs quand on lit les deux, Die Coupe et Radio, l'une après l'autre, les 2 œuvres, on se rend compte d'un même univers poétique où beaucoup de choses se passent justement sur les places des villages. D'ailleurs, ce n'est pas inintéressant que dans le roman également se place ce cœur du shtetl et peut-être le héros principal de l'œuvre. Donc on a quelque chose, on a une œuvre qui est unique, qui n'a pas d'équivalent, je crois, dans la littérature yiddish ni dans d'autres littératures. Alors radio, c'est l'époque où la modernité, enfin les moyens techniques étaient des objets d'art en fait. On voit ça oui. dans l'art moderne, dans la peinture aussi. Oui. Ça parle aussi de ça, la ville, la ville tentaculaire. C'est d'ailleurs pas le seul, mais il y a les tramways aussi qui apparaissent dans le poème. Il y a l'imagerie urbaine et finalement
assez marginal comparé d'ailleurs à ce qui se passait. J'avais dit un mot sur ce qui se passait aux États-Unis. Les avant-gardes américaines, ce qui les caractérise, c'est justement la grande ville, le brouhaha-mini de New York. Alors que la radio ici, elle est là bien sûr, puisque c'est le titre du roman, effectivement, comme innovation technologique et aussi comme annonciateur de la nouvelle, de cette grande nouvelle des temps nouveaux. De la révolution, Ouais. c'est aussi les ondes radio qui passent par-dessus la frontière. Exactement. Parce que la frontière est étanche entre la Pologne et... C'est ce que j'allais ajouter. Effectivement, on ne peut pas arrêter une onde radio à la frontière et c'est presque une menace à l'égard du monde polonais qu'il critiquait d'une façon extrêmement virulente, et auprès d'ailleurs de ses collègues écrivains, il ne mâchait pas ses mots. Et c'est vrai que, bon, sans avoir été un communiste convaincu, c'était un patriote, je crois. Il se sentait profondément russe. Et ce poème le marque de façon très nette, notamment en faisant au cœur de ce poème, au début et à la fin, on a Ivan Tsarevitch, qui est un héros de conte pour enfants, avec sa princesse Vassilissa qui apparaissent. Et ce héros-là, il est là, il clôt le poème. Et je pense que c'est pour lui une sorte de... Pour la littérature yiddish, c'est terra incognita. Je pense que 80% de ses lecteurs n'ont jamais entendu parler de Ivan Tsarevitch. Mais pour lui, c'est une façon de représenter une identification avec ce que la Russie était en train de vivre. Alors ça nous donne l'occasion de passer à sa prose. Avant d'y passer, je préciserai juste que Radio a été publié dans une maison d'édition qui s'appelait Ambassador. Donc Ambassadeur, il faut savoir que les maisons d'édition yiddish, il y avait des grandes, comme Kletskin qui a publié énormément de choses, etc. Puis des fois, il y en avait qui publiaient un livre, parce que c'était quasiment des livres publiés à compte d'auteur, ou alors une initiative des amis du poète ou de l'écrivain, etc. Là, il semblerait qu'il ait eu de l'argent de l'ambassade de l'Union soviétique ou quelque chose comme ça. Et c'est un argument qu'il a fait valoir au moment de son procès, quand on lui a reproché d'avoir quitté la Russie, d'être allé se vendre aux capitalistes, enfin à la Pologne, etc., d'être parti en Palestine, etc. Il a dit oui, mais j'ai été soutenu par la Russie quand j'étais à Varsovie, donc je n'avais pas oublié, comme le disait Arnaud, je savais que j'allais revenir, quelque part. Alors, on va passer à Door Ois, Door Ein, c'est-à-dire une génération passe, une génération vient. Tu nous en dis quelques mots, Arnaud ? Oui, alors c'est un roman qui est assez fascinant. Moi, je l'ai découvert grâce à vous. J'ai été très heureux de m'y plonger. Effectivement, comme tu le disais, Pérez Marquish est surtout connu pour sa poésie, mais on découvre dans cette œuvre une capacité de romancier qui est impressionnante. C'est un long roman, un peu un roman on peut pas, le roman de génération, un roman comme le titre l'indique, comme le roman a souvent été entre les pères et les fils, Avod Vebanim, toute cette les anciens et les modernes. Les anciens, exactement. Lui, il écrit. C'est un poème, une œuvre qui se déroule sur une grosse décennie, sans doute. Le roman commence vers 1910 et s'achève durant la grande vague des pogroms en Ukraine de 1918, 19, 20. Et les dates sont volontairement laissées assez vagues, mais on accompagne d'une façon extrêmement rythmée, extrêmement claire, les grands bouleversements historiques, même si aucun des protagonistes ne participe, disons, de façon directe à la révolution russe, par exemple. La révolution russe reste assez distante. On sait qu'elle existe. Sans doute
Ezra, le héros, le jeune homme qui est au cœur du roman, y participe-t-il, mais le romancier ne nous emmène pas chez lui. Il apparaît comme une sorte d'ange tutélaire à la fin du texte, qui revient des lointains, apportant la nouvelle. C'est un roman qui est rempli de symboles également. De ce point de vue-là, c'est un roman de poète. Les textes, d'ailleurs, les descriptions de la nature et du shtetl sont assez d'une grande qualité poétique. La nature est animée et on a également... moi, ce qui m'a le plus touché, et je l'ai dit à Gilles et Anne-Sophie, dans ce roman, c'est le fait qu'on aurait pu s'attendre de la part d'un romancier révolutionnaire que ce soit un roman qui disqualifie totalement l'ancienne génération. Et ça n'est absolument pas le cas, dans la mesure où le père de Ezra, donc le héros révolutionnaire, est pour moi le véritable protagoniste. C'est lui qui porte, c'est lui qui apparaît sans aucun doute le plus souvent dans les chapitres du roman. C'est lui qui le commence, c'est lui qui l'achève, et c'est lui qui a les qualités humaines les plus profondes. Et donc finalement, que Pérez Marquich, comme tu l'as dit, ait été accusé de chauvinisme à sa publication. Moi, je connais les critiques qui ont écrit ça. Il y en a l'un d'entre eux s'appelait Yasha Bronstein. Il a déchiré ses collègues yiddishistes les plus talentueux sont passés à la moulinette. C'était vraiment... On ne peut pas imaginer le degré de violence de la critique littéraire à l'époque. Eh bien, sans doute, oui, car c'est un roman qui n'est pas un roman idéologique, même si c'est un roman qui reste totalement imbibé des valeurs socialistes révolutionnaires, mais ça n'est pas un roman où l'idéologie est perceptible. En tout cas, on a la sensation qu'il sait de quoi il parle. C'est des moments qu'il a connus. Oui, alors ce qui est parmi les épisodes les plus frappants, il y a un long épisode à la guerre. La guerre est au cœur du texte. Il nous emmène dans la caserne, il nous emmène face au petit commandant russe, il nous fait vivre le martyre des petits soldats juifs face aux avanies de leurs camarades chrétiens, face aux avanies des officiers ignorants qui pensent qu'ils ont des cornes. L'un des officiers est tellement superstitieux qu'il a l'impression que Ezra est un diable et que et quand il lui rase la tête, il s'attend véritablement à voir apparaître des cornes. Et le romancier en joue d'ailleurs, parce que plus tard, il y a une très belle scène où ce même Ezra, qui dès le départ milite pour le pacifisme, milite contre la guerre, se retrouve obligé de jurer face au drapeau avec les deux aigles, le drapeau du tsar, et il refuse, il crie non au moment où on lui demande de servir le tsar, ce qui crée un choc terrible. Et à ce moment-là, le romancier nous précise, un peu sans doute taquin, les muscles de son crâne étaient contractés et formés comme deux petites cornes. Donc, il était quand même ce diablotin que l'officier pensait voir apparaître. Ouais. C'est un moment, en fait, il y a déjà eu... Alors là, je parle de traduction en français, hein, parce qu'évidemment, ce qui a été traduit du yiddish en français n'est que le haut de l'iceberg par rapport à la production yiddish, bien sûr. Mais en français, on a vu la Première Guerre mondiale du côté polonais, notamment dans les contrebandiers de Heuser-Warszawski ou d'autres textes. Mais en fait, j'ai la sensation que dis-moi si je me trompe, que c'est la première fois qu'on le voit du côté russe, vraiment, ukrainien. Oui, c'est vrai qu'en traduction française, je ne connais pas non plus. Je crois que tu as raison, d'évocation du service militaire pendant la guerre. Il y a sans doute eu des évocations du service avant, mais pas pendant la guerre, je ne crois pas. Et du coup, le passage de la Première Guerre mondiale à la Révolution, à la guerre civile, etc., en fait, est extrêmement bien décrit dans ce roman.
Oui, c'est extrêmement réaliste, extrêmement concret. Je dirais que la peinture aussi du monde russe, je trouve, est très authentique, il y a très crédible et vraisemblable. Markish nous décrit ce qu'il a vécu. On a aussi, et c'est ce qui rend le livre marquant et qui le relie au poème que nous avons lu tout à l'heure, c'est que le thème des pogroms est omniprésent dès les premiers chapitres. La menace est là dès le début de la guerre, où un petit cocher, Popeliuk, un petit cocher du village, commence à s'enquérir auprès du meunier Mendel, le héros de la vieille génération, et lui dire je crois que ce sont les Juifs qui sont responsables de la guerre, n'est-ce pas? À vous, dis-le, révèle-moi ce qui se passe. Ça commence comme ça, et puis ça va crescendo tout au long du roman, même si ça n'est pas un roman sur les pogroms. On a et c'est peut-être ça fait partie de la douloureuse histoire de la langue yiddish, mais on a des auteurs qui sont associé vraiment au pogrom, le plus connu étant Lamed Shapiro, qui est un auteur extraordinaire. Mais ça, ce n'est pas le thème central du roman, mais c'est un thème qui le traverse d'une façon extrêmement marquante, parce que justement le fait qu'il ne surgisse qu'au moment clé fait qu'on a le sentiment que cette violence, même quand elle est absente, est latente et qu'elle peut surgir à chaque instant. Et il y a une scène de pogrom qui est tout à fait... qui est terrible. Il y en a plusieurs, hein, parce qu'il y a je pense que de victimes de pogrom dans le roman, sans les dénombrer, mais il y en a au moins dans 5 ou 6 chapitres différents. Donc on a différentes occurrences de violences spontanées. On a aussi, et ça fait partie des côtés un peu touchants, et peut-être qui n'ont pas plu aux autorités, le côté révolutionnaire n'est pas totalement épargné. On a et on a dans les personnages un peu néo-révolutionnaires, il y a un autre cocher qui s'appelle Motel, qui se réinvente révolutionnaire au lendemain de la révolution de 1917, et ce Motel échappe de justesse à une fusillade par les bolcheviks. Alors avant d'entendre une lecture, on peut juste dire que le roman est structuré autour de 2 couples de père et fils. Donc il y a Mendel, comme tu l'as dit, avec son fils Ezra. Mendel est meunier, il n'a pas dépassé la gare de son shtetl où il va livrer sa farine qui part vers l'Empire. En revanche, Ezra est parti faire des études à la grande ville, et on comprend qu'il va se diriger vers la Révolution. Et de l'autre côté, il y a la famille Bielkin, voilà, avec le père qui est plutôt un bourgeois, enfin qui a bien réussi, le fils qui a fait des bonnes études, et le fils, il va aller dans la direction de... on se demande même si c'est pas un roman à clé, dans la mesure où le fils, c'est vraiment le type qui veut être sur la photo, quoi. Donc il rentre dans le gouvernement, le fameux gouvernement dont je vous ai parlé, comme ministre des Affaires juives, mais c'est vraiment, enfin, on pourrait le comparer à quelques hommes politiques de la France contemporaine, sans aucune difficulté, c'est-à-dire qui est toujours là où il faut être, au moment où il faut être. Et avant ça, ça c'est un épisode qui est, je pense, méconnu des lecteurs français. Il est responsable de la déportation des Juifs. C'était des shtettlers entiers ont été au début de la Première Guerre mondiale. Je crois que ça concerne 200 à 300 000 personnes qui ont été emportées de force à l'intérieur dans les steppes de Russie, accusés d'espionnage pour le compte des Allemands. Et ce fameux Salomon Bielkin est le responsable des convois, avec d'ailleurs une grande fierté dans ce rôle de collaborateur et de tortionnaire de son peuple, finalement. Alors, si je puis me permettre, pas forcément accusé, mais de peur qu'ils espionnent pour le compte des Allemands. Oui, c'est ça. Hein, donc oui, ça a été notamment le cas du grand poète yiddish Avrom Sutzkever, qui était né en Lituanie et qui, avec ses parents, a été envoyé au fin fond de la Sibérie
pendant toute la Première Guerre mondiale. Oui, c'est ce qui nous a offert l'un de ses plus beaux poèmes qui s'appelle Sibérie. Ouais. Alors Anne-Sophie, tu veux nous lire, c'est le début, je crois, que tu as choisi. Absolument. Pour ce qui est de l'origine des hommes, Mendel le Meunier a sa propre conception. Il croit que Dieu a créé l'homme à son image, comme le croyaient son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Et ce que dit son fils instruit, que l'homme descend du singe, cela ne l'empêche pas de le faire venir dans sa chambre le vendredi soir après le repas de fête, de remonter sa chemise au-dessus de sa tête et de le taquiner avec un sourire ironique. Je ne sais pas, mon fils, quelles sont les mœurs des singes, mais toi, tu vas frotter le dos de ton père avec du vinaigre pour marquer le Shabbat et observer ainsi le commandement de Dieu d'honorer père et mère. Voilà. C'était comme cela que se conduisait Mendel. Chaque semaine, un demi-verre d'huile de ricin et le massage du dos avec du vinaigre. Ce n'était pas parce qu'il souffrait de l'estomac ou des vertèbres, c'était comme ça, par amour de l'ordre et de la bonne tenue. Et lorsque Ezra, son fils savant, appliqué et souriant, lui frottait le dos avec du vinaigre, le meunier, comblé par ce massage qui lui réchauffait les os, se tournait et l'encourageait. « Frotte, frotte, Ezra. Tu dis qu'il descend du singe. Ne te ménage pas, mon fils. Là, sur le côté, voilà bien. Tu en as une belle conception du monde. Là, plus bas, sur les reins, Ezra. Selon toi, le premier Adam, ne frotte pas si fort, était un singe. Que dis-tu, mon Aristote, un singe ?» Quant à Mendel, son ascendance, il lui suffisait de la regarder dans le champ de repos. Il y voyait une longue liste de générations qui remontait de son shtetl, sa bourgade, jusqu'au royaume de David. Tous les juifs du shtetl devaient leur noble lignée à ces vieilles stèles avec l'étoile de David et avec les épitaphes à moitié effacées, inclinées sur les herbes des tombes où gisent les ossements pourris des pères, grands-pères et arrière-grands-pères. Merci Anne-Sophie. Donc on peut comprendre que ça ait déchaîné les foudres de la critique prolétarienne. Oui. Bon, mais ce beau portrait de Mendel, en fait, bon, là, il est caricaturé, hein, mais moi, ce que j'en retiens, c'est que Ezra s'exécute. Hein, il est rebelle, mais pas directement contre son père. Donc Ezra, il lui dit clairement, tu vas kibud et av, tu vas respecter ton père et donc tu vas lui masser le dos. Et Ezra le fait. Et tout au long du roman, ensuite, on a des scènes d'une dévotion du père à l'égard du fils. Ce père qui, comme tu le disais, n'avait jamais quitté son shtetl, se retrouve au fin fond de la Russie pour essayer de lui apporter une théière et de soudoyer des officiels russes et de perdre tout son argent parce qu'il se fait tromper. Donc on a, ce début est magnifique parce que bon, on a cette image qui est une image extrêmement courante dans la littérature yiddish, hein, que ces vieux cimetières ancrés dans le paysage polonais remontent, si on tire la file, on remonte au mont Sinaï, comme si le mont Sinaï avait été en Pologne. Mais il y a cette idée-là que les Juifs ont été envoyés en Pologne par Dieu. Et Mendel appartient à ce monde-là. Mais finalement, Peretz Markish trouve ces personnages-là attachants, en particulier cet homme. Donc finalement, les Mormons n'ont rien inventé. Non. Alors le livre en yiddish s'appelle Dor Ois, Dor Ein, mais ça fait bien entendu référence à un verset de la Torah qui dit Dor Holer Vedor Va. Alors monsieur va nous dire de quel texte ça a été issu. Je crois que c'est de l'Ecclésiaste, si je ne m'abuse. Ouais, on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a d'autres, je me souviens plus, il y a un poème, il me semble, si c'est pas de Laïvik, qui s'appelle Dor Holer Vedor Va. Peretz Markish a choisi de ne pas l'appeler comme ça. Tout le monde aurait compris, hein. Bon, il est publié en 1929 en Union soviétique. Est-ce que c'était possible d'appeler ? On peut se poser la question. C'est une vraie question, parce que à l'époque, l'hébreu était totalement interdit. On était au cœur. Le pauvre David Hofstein avait pris la défense de l'hébreu. Il avait été quasiment exclu, renvoyé d'Union soviétique pour cette raison-là. Donc je pense qu'il aurait eu beaucoup de mal à mettre un titre en hébreu à son roman. Ouais. Alors, est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Ah, voilà.
Ah oui, alors la traduction de Rachel Hertel. Alors comment est-ce qu'on a été amené à traduire ce livre? Bon, Rachel Hertel, qui passe son temps à traduire, maintenant elle sort très peu de chez elle et elle consacre vraiment, enfin c'est une tâche pour elle qui est extrêmement importante. Nous demande toujours si on a des textes à lui faire traduire et même parfois si on a des idées. Un jour j'ai dit mais pourquoi pas ce roman de Peretz Markish? Et là, elle me dit, ouais, mais vous savez, Peretz Markish, les romans, justement, ce qu'on disait au début, c'est marqué de l'influence de l'Union soviétique, c'est de la littérature idéologique sous contrainte, etc. Il faut faire extrêmement attention. Je dis, bon, bah, ok, si ça ne vous intéresse pas, tant pis, je suis un peu triste. Mais... Et puis, évidemment, une femme d'une vivacité extraordinaire, d'une curiosité extraordinaire. 15 jours après, elle nous rappelle en disant, bon, bah, je l'ai lu et j'ai commencé à le traduire. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a la chance, et pour tout vous avouer, après elle a lu le 2e tome qu'elle a déjà traduit, donc il n'est pas impossible qu'on le publie, et là ça se passe au moment de la Révolution. Voilà. C'est celui qui a été publié en 1941, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Bien après, en fait. Oui, bien après, ouais, publié. Bon, on verra. Suspense. Alors, on va peut-être... on a très envie de donner la parole aux petits-fils de l'auteur qui vont s'exprimer en hébreu, et j'essaierai tant bien que mal de traduire. Alors, je précise juste que Peretz Markish avait une femme qui était beaucoup plus jeune que lui, qui lui a survécu et qui est partie de l'Union soviétique au début des années 70, dans la première vague de départ des Juifs de l'Union soviétique, avec ses 2 fils, Shimon Markish qui s'est installé à Genève et David Markish qui s'est installé avec sa mère en Israël. Et David a eu donc 2 fils qui sont Peretz Markish et Jonathan Markish ici présents. אתם יכולים לדבר עכשיו. אני מדבר בעברית, אני לא מדבר צרפתית. אז אני נולדתי 22 שנים אחרי שסבא שלי הוצא להורג. אני קיבלתי את השם המאוד מחייב, פרץ מרקיש. גדלתי על המיתוס הזה, ינקתי אותו מילדות, שמעתי המון סיפורים מסבתא שלי ומאבא שלי לאורך כל השנים. אני זוכר בתור ילד, כל קיץ נסענו לירושלים לאנדרטה של... עוד רגע. Alors, je suis né 22 ans pardon, après l'exécution de mon grand-père. J'ai hérité d'un prénom et d'un nom extrêmement prestigieux et exigeant. Et j'ai entendu énormément d'anecdotes et d'histoires sur cet homme de la part de ma grand-mère et de mon père. כל קיץ היינו נוסעים לירושלים, לאנדרטה, יש שם אנדרטה לסופרים, ובזמן שכולם מדברים שם, אני הייתי משחק עם הנינה של מיכואלס בגינה שם, וככה צמחתי, ואני חייב להגיד שהיום באמת, אני כבר בן 51, והיום אני מבין את זה אחרת לגמרי, זה כבוד ענק. Alors, tous les ans, nous allions à un monument qui a été commémoratif des écrivains yiddish de l'Union soviétique qui ont été assassinés sous Staline. Je me souviens que je m'amusais avec la petite fille de Shlomo Michoels, qui n'était pas écrivain, mais qui était le grand metteur en scène et acteur du théâtre yiddish d'État en Union soviétique. Et... j'ai un petit trou de ce qui s'est passé après, mais et maintenant je relis tout ça de manière tout à fait différente. J'ai 51 ans. זה כבוד ענק, ואני מאוד גאה להיות הצאצא וההמשך. אני מאוד מתרגש להיות פה. אני מאוד שמח שזה קורה, שהשם שלו ממשיך, שהיצירה שלו ממשיכה, שזה סופר רלוונטי. והיום דקופה זה סופר רלוונטי, אחרי 7 באוקטובר אתה קורא את זה, אתה מתחלחל, זה לא יאמן כמה שזה חזק. אז תודה רבה לכם, merci beaucoup. Donc, bon, maintenant j'ai vraiment la conscience pleine d'être
son petit-fils. Je suis très, très touché d'être ici, très ému d'être ici. C'est quelque chose qui est important pour moi. Die Kuppe, c'est un texte important qui prend encore plus d'importance après le 7 octobre. Et je vous remercie beaucoup. Voilà. האם יונתן רוצה להגיד משהו? אתה רוצה? Thanks everybody for helping keeping Yiddish tradition and literature and secular Jewish tradition and history alive. And I hope to see everybody here in forward in many other events that will keep our society, our culture, and our history connected to our future. Thank you very much, everybody. Donc, merci. Merci de maintenir une tradition juive laïque et j'espère vous voir encore dans d'autres événements de ce type qui rappellent le passé pour se projeter dans le futur. Voilà. Alors, Sophie, est-ce que on donne la parole à la salle pour quelques questions éventuelles? Oui. Donc, s'il y a des personnes qui veulent poser une question. Paul, tu as levé le... Alors, Sophie va... Merci Sophie. C'est d'abord pas une question, juste une remarque. La couverture de Berlévy m'incite à rappeler qu'il y a eu ici en 2009 l'exposition qu'avait organisée Nathalie Azan-Brunet, Futur antérieur, l'avant-garde et le livre yiddish, et où on avait précisément une section consacrée à Berlévy, enfin, et qui était entièrement dévolue à ce monde, hein, à ce monde et à sa traduction éditoriale finalement, et à l'extraordinaire fécondité artistique, graphique qu'avait suscité cette production éditoriale. Je crois que Nathalie d'ailleurs est dans la salle et qu'elle pourra en parler. Je voudrais juste ajouter que nous avons acquis la semaine dernière un portrait de Bielinki, Jacques Bielinki, ce journaliste déporté à Sobibor en 1943, qui était un journaliste et critique d'art originaire de Vitebsk et qui était installé à Paris, qui était assez éminent dans le monde yiddish parisien, par Berlévy, hein, qu'on a pu acquérir en vente publique la semaine dernière. Et puis, Gilles, tu as cité Chaliastra et tu as cité Lydie Lachenal. Et si nous avons dans la collection du musée un exemplaire de Chaliastra publié à Paris avec la Tour Eiffel de Chagall, c'est grâce à un don de Lydie Lachenal. Et je voudrais lui rendre hommage à cette occasion. Merci Paul. Effectivement, cette exposition était extraordinaire. Je ne sais pas si le catalogue est encore disponible. Non. En bibliothèque. En bibliothèque. Moi, je l'utilise régulièrement. Précipitez-vous dessus. Si vous avez aimé les deux couvertures que vous avez vues, vous verrez encore une multitude d'autres couvertures, illustrations, œuvres extraordinaires qui ont parsemé l'édition yiddish pendant les années 10 et les années 20. Oui, Melachavitch, ouais. Donc, il était écrivain principalement, mais là, il s'est fendu d'une couverture. Alors, juste une petite question. Nathalie veut prendre la parole, si elle est là, pardon. Ah, excusez-moi. Oui, alors juste une petite question. Qu'est-ce que Peretz Markish aurait dit ou a dit, je ne sais pas si vous le savez, sur l'établissement de l'État d'Israël, sachant qu'il c'était un patriote russe, sachant qu'il était, vous avez dit, une révolution plus large que celle que pour les Juifs, mais en même temps, il était favorablement incliné à ce qui se faisait en Palestine mandataire. Donc, qu'est-ce qu'il aurait, et d'autant qu'il est mort du coup en 52 après l'établissement de l'État d'Israël en 48, qu'est-ce qu'il en disait ou qu'est-ce qu'il en aurait dit? Je peux peut-être répondre. Il a été arrêté en début 49, donc c'était vraiment très tôt. Et en réalité, planait déjà l'accusation terrible. En fait, quel a été le prétexte de l'arrestation du comité antifasciste juif? Essentiellement, ça a été une demande dès 1945 d'obtenir un territoire, et on pensait à la Crimée,
pour les rescapés de la Shoah et pour revivifier le monde juif après la catastrophe. Cette demande-là a été perçue par Staline comme une sorte de trahison de l'intérieur. Et donc, Peretz Markish le savait très bien, hein, il sentait la menace. Donc, je ne pense pas qu'il se soit jamais exprimé au sujet de l'avènement de l'État d'Israël. C'était trop dangereux. Quand Salomon Michoels, Shlomo Michoels, dont Peretz Markish, ici présent, jouait avec sa petite fille donc, à Jérusalem quand il était petit, en fait, il a été assassiné. Il a été renversé par un camion à Minsk, mais c'était organisé. Il a eu des obsèques nationales, enfin avec tout le cynisme qu'il peut y avoir là-dedans, en 1948. Ouais. Et Peretz Markish a écrit un poème et dit le poème qui s'appelait Salomon Michoels, une lumière éternelle devant l'Arche sainte. Mais en fait, personne n'ignorait, y compris Peretz Markish, que le Michoels avait été assassiné. Donc il savait très bien que tout le monde savait très bien que c'était la fin, en fait, que ça sonnait le glas. Il n'était pas question de s'exprimer sur la création de l'État d'Israël. Alors, je ne sais pas si c'est... Moi, j'ai lu aussi que l'accueil de Golda Meir, qui a été la première ambassadrice d'Israël en Union soviétique, puisque l'Union soviétique a voté pour la création d'Israël, mais vraisemblablement pour casser les pieds aux Anglais. Elle s'est rendue à la synagogue, la grande synagogue de Moscou, et il y a eu une foule innombrable de juifs. Et on dit que Staline a extrêmement mal pris ça aussi, et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a déclenché cette éradication de la culture juive, l'arrestation des gens du comité antifasciste juif, et puis après il y a eu toute l'histoire des médecins juifs, c'est-à-dire que voilà l'histoire des blouses blanches où bon, ils n'ont pas été assassinés parce que Staline est mort à temps, mais en tout cas il était question de les exécuter aussi. Donc oui, alors sinon si on retourne en arrière, pendant son séjour de quelques semaines ou mois en Palestine, Peretz Markish a écrit quelques poèmes palestiniens, enfin des poèmes assez élogieux sur la Palestine, sur ses paysages, etc. Et ça aussi, ça lui a été reproché au moment de son procès, bien sûr. Excusez-moi, j'ai une question d'un culte, hein, parce que je ne connais pas très bien Peretz Markish, mais il me semble qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent entre la manière dont il a écrit son poème Le Tas et celle dont Bialik a écrit le sien. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Markish s'en prend à Dieu et pourquoi il ne s'en prend pas à l'homme. Je veux dire, il rejette Dieu à cause du sort qu'il a fait à son peuple, en quelque sorte, alors que Bialik pointe quand même sur la faute de ceux qui ont les assassins, quoi. Et là, il y a quelque chose qui me... Alors qu'il semble très, très imprégné de culture juive, puisque ses poésies sont calquées sur les psaumes alphabétiques et citent la Bible, en veux-tu, en voilà, comme tous ces gens-là qui devaient avoir une culture religieuse probablement très ancrée. Et là, je suis un peu étonnée par cette manière de réagir. Voilà. Oui, pardon. alors il ne s'en prend pas qu'à Dieu, hein. Il s'en prend aux hommes de façon presque aussi forte, sinon plus forte qu'à Dieu. Mais sa révolte est radicale, hein. Elle est absolument radicale. On n'est pas... C'est vrai que la comparaison avec Bialik peut être trompeuse, hein. Bialik avait été envoyé comme reporter à Kishinev, il a vu les résultats du massacre. Là, on est face à un poète qui avait probablement pas assisté lui-même à un pogrom, ou en tout cas, on n'en a pas trace, mais qui réagit à des nouvelles. Par contre, c'était quasiment toutes les semaines où il y avait la nouvelle d'un nouveau massacre dans une nouvelle ville,
qui réagit, on est à Yom Kippour, hein, donc il réagit, et donc forcément, il y a une espèce de colère absolument radicale qui englobe tout, et tout, ça veut dire Dieu également. Alors, moi, ta question m'inspire autre chose. La génération de Markish, contrairement à celle de Bialik, alors Bialik était en train de, il sortait du monde de la tradition, mais en tout cas, c'est pas la génération de Bialik, c'est pas la génération qui est sortie de manière massive de la tradition. La génération de Markish, elle est vraiment d'Orois d'Orain, une génération passe, une génération vient, c'est vraiment symptomatique de cette génération. C'est-à-dire que le monde des pères, le monde des fils sont fondamentalement différents. Et cette génération de poètes yiddish, en fait, a substitué le travail divin, l'avodat hakodesh, par la poésie. En fait, ils se sentaient, leur manière d'écrire de la poésie, c'était une manière profane, laïque, de continuer à servir le peuple juif, et qu'on n'appelait plus Dieu, mais en tout cas cet objet, quoi. Et c'est pour ça que quand les petits-fils Markish disent merci de continuer cette tradition laïque, juive, ben on est vraiment là-dedans. Son travail reste ancré dans la Bible quand même. Oui, bien sûr, son travail reste ancré nourri de la Bible, mais je dirais que, personnellement, c'est une de mes définitions du juif. Qu'il soit pratiquant ou pas, c'est le rapport au texte biblique. Voilà. Merci. J'aurais voulu savoir si les petits-fils avaient pu prendre connaissance de votre livre D'un pays sans amour, où vous croisez le destin des trois poètes, dont Markish, absolument magnifiquement, il y a plusieurs années. Autre remarque qui n'a rien à voir, mais je vous remercie déjà de cette première réponse que vous me ferez. J'apprends donc avec beaucoup d'émotion que Batia Baum, qui a traduit Deborah Vogel alors qu'elle était déjà totalement en fin de vie, a traduit également le tas. Et à propos de Deborah Vogel, le modernisme, vous avez parlé de ce modernisme de Peretz Markish, mais le modernisme dans les poésies de Deborah Vogel, est-ce que vous pouvez faire le lien, nous en dire un petit peu plus? Merci. Alors, je vais répondre à la première question, puisque ça me concerne directement. Je veux à nouveau vous raconter une petite histoire. Quand j'ai écrit D'un pays sans amour, donc qui est centré sur Peretz Markish, Orit Greenberg et Melech Ravitch, les trois qu'on a vus sur la photo de groupe là. Je suis allé passer 3 mois dans une résidence d'écrivain à Tel Aviv, où j'ai rencontré David Markish, qui m'a dit d'ailleurs que la famille avait donné les archives de Peretz Markish à l'université de Tel Aviv, et j'ai vu de mes yeux le manuscrit de Di Coupet, qui se trouve là-bas. J'ai rencontré le fils de Melech Ravitch, qui était le plasticien Yossel Bergner, et j'ai rencontré la veuve de Uritzvi Greenberg, qui avait 30 ans de moins que lui, qui est une poétesse hébraïque, dont j'ai oublié le nom momentanément. Alors, Uritzvi Greenberg était à partir du moment où il est allé, c'était un homme très entier, très intense, est devenu d'extrême droite, extrême droite en Israël. Il a été élu sur la première Knesset numéro 2 sur la liste de Begin. Il s'exprimait. Quand je suis parti de chez Madame Greenberg, elle m'a dit, de toute façon, vous savez, ce qui est malheureux dans ce pays, c'est qu'il n'y en a que pour les Arabes, pour vous donner une idée de ses opinions politiques. Et donc, à un moment donné, un éditeur israélien a souhaité traduire ce livre.
Et il m'a dit, avant de le traduire, en fait, je vais quand même en traduire quelques pages en hébreu qui concernent Greenberg. Donc déjà, il s'est assuré que je ne disais rien d'homoérotique dans la relation entre Ruth Greenberg et Peretz Markish, parce que la photo qui était là pouvait aussi le laisser entendre. Et je lui ai dit non, il n'y a rien d'homoérotique. Et donc, il a envoyé 3 pages du roman à la veuve, qui a envoyé 20 pages de commentaires en disant « va falloir changer ça, va falloir changer ça, va falloir changer ça ». Donc il m'a dit « dans ces conditions, vous comprendrez qu'on ne publiera pas, on ne traduira pas votre livre ». Donc en fait, il n'a pas été traduit en hébreu, donc les petits-fils n'ont pas pu le lire, effectivement. Et alors sur la deuxième question, sur Vogel, oui, parce que moi je suis incapable d'y répondre. Donc. C'est un modernisme extrêmement différent, le modernisme de Vogel. Mais ce que je dois saluer, et je vous remercie d'avoir évoqué ça, c'est que Batia était capable de traduire le modernisme de Vogel est un modernisme très épuré, qui justement, parce que la langue quotidienne de Vogel, c'était le polonais. Elle est revenue au yiddish sous l'effet de l'antisémitisme des années 20 et 30 en Pologne. Et son moderniste yiddish est celui de quelqu'un pour qui le yiddish n'était pas la langue maternelle. Et donc, c'est pas un modernisme débordant et foisonnant comme celui de Markish, c'est un modernisme extrêmement épuré autour avec un choix des mots très très simple, mais avec des images très fortes. Et Batia aimait les défis. Et donc, c'est 2 textes qui n'ont absolument rien à voir. Mais quand elle a découvert Vogel, et elle l'a découvert tardivement, comme vous l'avez dit, elle s'y est jetée corps et âme. Et elle a vraiment, je me souviens effectivement, dans les dernières années, elle m'en parlait très souvent. Et elle corrigeait les épreuves dans les derniers jours de sa vie. Oui. Voilà, on va peut-être arrêter. Pardon. Juste, je voulais demander à Arnaud Bicard s'il veut bien nous lire quand même quelques lignes de Peretz Markish en yiddish, parce qu'on a envie d'entendre la musique de la langue. Oui, avec plaisir. Alors, on va lire. Ok. Un peu au hasard. Auf davendicke Gassen, gewend wie Hand von Freuen, geht a Tag a Neureach, in fremdländerischen Treuer. Ich weiß, es wird mir keiner gar nicht heint getreuen. Ist Gas zu Gas, ist Wind zu Wind, ist Schnee zu Schneeen. Zu Nacht wird ganze Welt mit Reutleib sein versäet und Schlitten schlitterlich auf See wie weinende Sirenes. Ich will gehen zu Fuß mit fremdländerschen Tag in Zweien und kleiben Hand auf Bett von Schnee wie abgehackte Späner. Merci beaucoup, excusez-moi. Et merci à Peretz et Jonathan Markish d'avoir fait le trajet de Tel Aviv et de Lisbonne pour venir être avec nous ce soir. Et merci au Musée d'art et d'histoire du judaïsme d'avoir voulu signaler et marquer la publication de ces 2 thèses qui nous tiennent extrêmement à cœur. Et merci à toi, Arnaud. Merci à vous. Et merci à Sophie.